Bonsoir, c'est la revue de la presse de la semaine du 12 février 2024. La presse en a parlé, donc j'en parle. Et récemment, la presse a publié la ratification de 2 accords de prêt de la BID, la Banque islamique de développement, sur 2 projets. Le premier projet constitue la carte de fertilité des sols et le deuxième projet, c'est supporter les femmes entrepreneurs dans la chaîne de valeur du riz. C'est des projets que j'ai eu le privilège d'initier pendant que j'étais à la BID et le dernier, c'était en 2020. C'est seulement en 2024 que ce projet est ratifié. Je profite de l'occasion pour parler de la capacité d'absorption qui le plus souvent plombe nos projets. Quand vous regardez les financements des institutions internationales, c'est des formules pour l'allocation du pays. Et la performance du portefeuille, elle est importante. Aujourd'hui, des projets qui ont été approuvés par ces institutions depuis 4 ans font objet de ratification. Ce qui veut dire que ces projets, en principe, dans les conditions normales, devraient être annulés au niveau de ces institutions. Donc quand on va commencer à les exécuter, ils auront déjà dépassé la date limite de dernier décaissement. Donc ça donne une mauvaise note au portefeuille. C'est pourquoi il est important que les ministères, que les décideurs se mettent d'accord pour pouvoir exécuter les projets dans les règles et dans le temps imparti. Je vais parler particulièrement du projet La chaîne de valeur du riz, que le deuxième projet supporte, celui qui supporte les femmes entrepreneurs. C'est un projet qui est approuvé depuis 2018, qui aujourd'hui souffre dans son exécution et qui bientôt, le temps imparti pour le décaissement, le dernier décaissement va arriver, alors que pratiquement rien n'est fait sur le terrain, absolument rien, parce que les équipes qui sont sur le terrain n'ont pas l'autorité de faire ce travail. Donc je crois qu'il est important, si nous devons aller vers un financement des projets à travers les institutions internationales qui ont leurs procédures et leur méthode de travail, que nous aussi, les institutions nationales, puissent exécuter ces projets dans les règles et dans les normes. La presse a évoqué aussi les relations entre le Premier ministre et le ministre de la Justice. J'ai 2 positions par rapport à ça. Et ce que la presse a évoqué, c'est pratiquement un dysfonctionnement. Parce que dans le gouvernement, il y a des procédures, et il y a des règles, il y a des lois. Chaque ministre, y compris le Premier ministre, connaissent déjà les limites des décisions qu'ils doivent prendre. Si aujourd'hui, nous avons un quiproquo, nous avons un point de vue du Premier ministre qui est différent de celui du ministre de la Justice, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème de coordination et il y a un sérieux problème de compréhension des règles et des procédures de ces institutions. Donc, pour moi, c'est un problème. Le second problème, on demande d'arrêter les enquêtes sur les DAF. Et la question qui est posée par le Premier ministre, pourquoi aujourd'hui on accuse les DAF et les ministres ne sont pas accusés? Ma question est la suivante. Pourquoi hier on a accusé les ministres et les DAF n'ont pas été accusés? En fait, c'est les mêmes DAF qui étaient ici au gouvernement précédent qui ont été reconduits au même poste. Peut-être quelques-uns ont changé de poste, mais sinon ils ont été tous DAF. Mais hier, c'est les ministres qui ont été accusés pour détournement, pour concussion, pour je ne sais pas quoi encore, tous les maux de la terre, alors que les DAF étaient sur place. Aujourd'hui, on se pose la question, le Premier ministre se demande pourquoi on devrait pouvoir accuser les DAF et ne pas accuser les ministres. Je rappelle en fait que les DAF dans les ministères ne relèvent pas du ministre lui-même de tutelle. Ils relèvent du ministère des Finances. Ils ne relèvent pas du ministère de tutelle. Il y a des exemples, vous pouvez demander à plusieurs ministres qui vous diront, ils peuvent donner des ordres, des instructions aux DAF qui refusent de les exécuter, qui refusent carrément de les exécuter. Vous pouvez demander à n'importe quel ministre, il vous le dira, parce qu'il ne relève pas du ministre, donc il ne peut pas être sanctionné. Donc ma position, elle est très claire. S'il faut sanctionner
quelqu'un, ce n'est pas juste de regarder un ministre pour dire que c'est lui qui a pris de l'argent, c'est lui qui a fait de la corruption, parce qu'il y a quelqu'un qui prépare tous les dossiers qui les lui soumet. Aujourd'hui, donc la question qui se pose, ce n'est pas juste de dire que les DAF ont été accusés, où sont les ministres? Et au-delà de tout ça, les maires, nous en avons combien dans ce pays? Est-ce qu'il y a des preuves que ces maires ont fait de la corruption, etc. Donc on accuse tout le monde sans preuve. Ça porte préjudice aux gens. Parce qu'aujourd'hui, dans tous les journaux, on dira que tous les maires sont poursuivis par la justice guinéenne. Si demain un maire veut chercher du travail, par exemple, à l'international, ils vont sortir ce dossier pour dire non, vous êtes accusé de corruption. Ça porte préjudice aux gens. Donc si on n'a pas les preuves, moi je pense que ce n'est pas la peine de pouvoir accuser tout le monde de corruption sans preuve. C'est important donc de faire la due diligence d'abord, de déterminer quels sont les corrompus, qu'est-ce qui a été pris, etc., etc., et de permettre à ces maires de se défendre avant de venir maintenant les accuser de quoi que ce soit, mais pas l'inverse. Autour de nous, la presse a évoqué aussi le cas du Sénégal, où le Conseil constitutionnel n'a pas validé un décret pris par le président de la République pour reporter la présidentielle. Il y a eu beaucoup de débats, il y a toujours des débats autour. Et il y a des personnes qui estiment que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais besoin d'institutions fortes. Oui, d'accord, mais il y a une confusion qui est là. On est en train de répéter ce que le président Obama avait dit au Ghana. Mais le président Obama s'adressait aux chefs d'État parce qu'il estimait que c'était des hommes forts et que les institutions de la République n'étaient pas des institutions fortes. Alors, moi je crois, mon avis qui est simple, c'est qu'une institution n'est forte que quand les gens qui la constituent sont forts, sont compétents, sont intègres. On peut avoir toutes les lois, on peut mettre toutes les institutions de la terre, mais si les gens qui le composent ne sont pas intègres, on n'aura jamais des institutions fortes. Le Sénégal nous a appris une leçon. Ils auraient pu suivre la décision du président de la République, mais non, ils ont lu la loi et ils ont décidé de ne pas valider ce décret et demander à ce qu'on aille aux élections. Il y a plusieurs pays où les cours constitutionnels allaient valider ce décret et déplacer la date des élections, comme ça a été prouvé, comme la loi votée par l'Assemblée. Mais le Sénégal a décidé d'aller autrement. La Cour constitutionnelle du Sénégal a décidé de faire autrement. Donc c'est une leçon pour nous autres, pour les institutions, pour nous autres dans les autres pays, pour nos institutions dans nos pays, pour dire que quand une Cour constitutionnelle est là, elle est redevable à la société, à la population. Elle n'est pas redevable à un seul individu. Il faut qu'elle lise la loi et qu'elle se comporte comme telle. C'était mon point de vue sur quelques événements que la presse a évoqués cette semaine. Je vous remercie d'avoir suivi ce passage et je tiens à vous rappeler que demain, c'est maintenant.